Salut à tous, c'est Bismart, nous voilà repartis, émission interview. Aujourd'hui, on va démarrer, on va aller faire le point notamment sur l'Asie, un petit peu comme on l'a fait en milieu de semaine. Japon, Chine, et puis ça nous amènera de toute façon à l'Europe. Et puis ensuite, on s'intéresse aux entrepreneurs. Le biais notamment de tout ce qui peut subventionner la recherche et qui est souvent méconnu. Et puis, le biais de la régularisation du travail au noir. Vous allez voir ça, c'est parti, c'est Bismart. Donc, on démarre avec Wilfried Galland. Salut Wilfried. Salut Stéphane. Stratégiste Montpensier Finance. Alors j'ai mis Japon, Chine, Co. Parce qu'une fois qu'on aura parlé du Japon et de la Chine, on verra si il nous reste du temps pour parler du reste. Et le reste, ce sera quand même la zone euro, l'inflation, toutes ces histoires-là. Où le vent nous mène. Hein ? Où le vent nous mène. Où le vent nous mène. Mais donc, deux choses intéressantes. Le premier, c'est le Japon. Je t'ai dit, nouveau record, ce que je voyais, c'est le marketing des marchés, ça c'est normal. Donc je voyais nouveau plus haut de 33 ans. Oui, mais il faut remonter à 34 ans. En fait. Mais il faut remonter à 34, voilà, c'est ça. C'est ça qui est incroyable avec le Japon, c'est qu'en fait on se dit, c'est le plus haut depuis 1990. Donc, tout le monde se dit, ça y est, c'est bon, on est au plus haut historique. Ouais. Non, et on en est loin encore. On en est loin puisqu'en 89, effectivement, vraiment toute fin décembre 89. Le 28 décembre 89, c'est ça, le plus haut des plus hauts, quoi. Exactement, le Nikkei atteint quasiment 39 000 points. Donc aujourd'hui, tout le monde est effectivement très content qu'on atteint 34 000, mais on part de 35 000 il y a 34 ans. C'est le vrai long terme pour les marchés. C'est toujours l'exemple qu'on donne en disant... À votre avis, le long terme, c'est combien d'années ? En fait, le vrai long terme, c'est effectivement au moins 35 ans. En fait, ce qui se passe vraiment pour le Japon, ce qui est très intéressant avec le Japon... je donne quand même 28% de progression depuis le 1er janvier. Exactement. Voilà. C'est qu'en fait, on a une accélération depuis le 1er janvier parce que... d'un seul coup, on a les autorités de marché japonaises et ainsi que le ministère des Finances qui incitent les entreprises japonaises à renouveler leur gouvernance et à accélérer leur retour à l'actionnaire. Et donc, ce que ne faisaient jamais les entreprises japonaises, c'est-à-dire qu'en fait, les dividendes, les rachats d'actions, tout ça, ça leur passait mais alors, largement au-dessus du comité de direction. Il n'y a aucun intérêt pour eux. Et d'un seul coup, elles se sont mises, effectivement, à... accélérer leur croissance de dividendes. Alors on est loin en termes de montant de ce qu'on a effectivement en Europe, aux États-Unis, mais on a plus de 30% d'augmentation de dividendes cette année par rapport à l'an dernier. On a des boards qui se sont complètement renouvelés. On a une gouvernance globalement qui laisse plus de place à l'actionnaire. Ce qui est très intéressant, c'est quand on compare avec... alors tout le monde se dit c'est à côté de la Chine, mais quand on compare par exemple au marché indien. Le marché indien, c'est un des plus chers au monde. C'est un de ceux dont le marché indien, en termes de multiples par rapport aux bénéfices, c'est plus cher que Wall Street. Il faut savoir, alors. Et c'est historiquement plus cher. C'est pas juste en ce moment. Il y a toujours une prime d'à peu près 20-25% sur le marché indien, parce que le capitalisme indien est réputé comme portant une attention toute particulière à l'actionnaire. Le retour sur investissement, le retour du capital investi, c'est très très important pour les Indiens. Ça ne l'était pas du tout pour les Japonais. C'était pas du tout leur sujet. Ça l'est devenu, ils l'ont communiqué très largement, et donc d'un seul coup, on redécouvre que dans un monde très inflationniste, on aura peut-être le temps d'en parler, celui qui était le plus en proie à la déflation, en fait, c'est celui qui en profite le plus, parce qu'on était à 4% d'inflation, maintenant on est à 3%. 3% d'inflation, ça convient à peu près à tout le monde, donc tout va bien. Ce que Shinzo Abe a essayé d'arracher, c'était les flèches de Shinzo Abe, je me souviens, à l'époque. Exactement. Les Abenomics, ça marchait pas, et là, tout à coup... en fait, ça a marché. Le flux mondial a permis... Exactement, ça, on va dire, si on veut être un peu caricatural, ça a marché parce que les Américains ont eu un déficit fiscal d'à peu près 30% du PIB. Oui, c'est ça. Voilà, 28% au maximum, et que d'un seul coup, quand vous mettez cet argent-là sur la table, tout est entraîné en termes économiques. Et donc le Japon se retrouve... L'arrosage de la pelouse américaine, il y a de l'eau partout après. Là, c'est carrément le camion, la lance à incendie. Et donc effectivement, on se retrouve avec des investisseurs qui redécouvrent le Japon, et qui redécouvrent le Japon aussi en tant que point pivot d'une certaine stabilité asiatique. C'est ça. C'est-à-dire qu'on a... la Chine, c'est très très compliqué d'attirer des capitaux. On voit que la Chine attire... On va y aller. Voilà, mais en fait, elle n'arrive pas à attirer effectivement des capitaux internationaux sur son marché financier. C'est différent sur les autres. Sur les investissements directs, c'est différent, mais sur son marché financier, elle n'y arrive pas.
Et puis les autres pays, il y a des risques. Hein. Quand on regarde par exemple la partie coréenne, on se dit est-ce qu'on a vraiment envie d'investir dans la Corée alors que juste à leurs frontières, en fait, régulièrement, il y a énormément. En fait, il y a une prime géopolitique sur la Corée qu'il y a beaucoup moins sur le Japon, qui en plus est revenu dans le jeu géostratégique depuis 2 ans. Ils ont créé une alliance militaire avec les Australiens, ce qui n'a jamais été fait. Hein. Donc, en fait, je vous achète des minerais, des terres, voilà. Et en échange, je vous fournis en matériel militaire, parce que en fait, le Japon s'associe assez peu, mais a une industrie exportatrice militaire assez importante. Et donc, tout le monde se dit, si on veut jouer à la fois le dynamisme de la zone asiatique, la protection américaine qu'il a n'a aucune ambiguïté. Il peut y avoir une ambiguïté sur Taïwan, il peut même y avoir une ambiguïté sur la Corée. Il n'y a aucune ambiguïté sur le Japon. Dans ce cas-là, on va vers le Japon. Et en plus, ils nous disent, vous inquiétez pas, maintenant l'actionnaire, on a compris, c'est important. Allons-y. Donc peut-être que d'ici, alors peut-être pas la fin de l'année, mais d'ici, on va dire, quelques trimestres, on pourrait avoir ce fameux record. Non, tu as raison. Et là aussi, c'est vrai que c'est des zones dont on ne parle pas, mais on en a déjà parlé autour de cette table, mais la façon dont l'Australie, avec beaucoup de courage d'ailleurs, a fait ce que l'Europe ne fait pas. C'est-à-dire à un moment, notamment au gré de ce qui a été bel et bien la prise d'otage de 2 de ses ressortissants par les Chinois, on dit bon, maintenant ça suffit, c'est fini. Et effectivement, ça a été la rupture du contrat de sous-marin parce qu'ils voulaient une alliance beaucoup plus solide avec les États-Unis, y compris avec le Japon. Ce sont des environnements qui changent en profondeur. Exactement. Et qui sont très intéressants. Et ce qui est très intéressant, c'est que l'autre pays qui a fait ça d'une façon un peu similaire, c'est le Canada, et que les deux se caractérisent par une très grande richesse en termes de matières premières. Ouais. C'est-à-dire le monde dépend des matières premières australiennes et canadiennes, et même à un moment, la Chine ne peut pas se passer totalement des pays extraordinairement riches dans certaines matières premières. Et ça, c'est intéressant à noter d'un point de vue stratégique. Tout à fait. Ouais. Et les régimes politiques les plus stables du monde, le Canada et l'Australie. Exactement. Mais ce que je voulais dire sur le Japon, alors c'est très intéressant, les histoires de gouvernance. On se souvient tous de ce qui peut se passer dans une entreprise japonaise très importante construisant des automobiles sans que le dirigeant de cette entreprise même soupçonne ce qui est en train de se passer entre ses cadres dirigeants. Donc c'est quand même quelque chose. Nulle part ailleurs qu'au Japon, on aurait pu monter une telle opération, mais ça veut dire que c'est pas structurellement sur la solidité de l'économie, c'est pas des changements profonds, la démographie est toujours anémiée, enfin, les sujets qui posaient problème au Japon restent entiers à ce moment-là, Wilfried. Les sujets restent entiers, mais en fait, on a des facteurs de mise à l'écart qui ont été progressivement enlevés. La blague qui circule évidemment sur les marchés, c'est si vous n'avez pas été brûlé par les marchés, ça veut dire que ça fait par les marchés japonais, ça veut dire que ça fait probablement beaucoup plus que 30 ans que vous êtes sur les marchés, et on y croit moyennement. Et donc tous ceux qui effectivement avaient un intérêt sur les marchés financiers d'une façon ou d'une autre, les gérants, économistes, stratégistes, tous, à un moment donné, disaient non, mais de toute façon, on ne va pas s'intéresser au Japon parce que tout le monde, à un moment, a perdu de l'argent avec le Japon, a été rincé par le Japon. Voilà, s'est fait avoir par cette année, c'est l'année du Japon, ça va bien se passer. Et en fait, non. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans un monde où la géopolitique, la stabilité, la capacité d'avoir finalement un projet géostratégique, géoéconomique stable et crédible, si on rajoute à ça le fait qu'on vous dit, vous inquiétez pas, en plus, maintenant, on sait que maintenant vous êtes important. De nouveau, le regard change. Je comprends. Voilà. Non, je comprends. Et effectivement, stabilité. Non, c'est juste le terme rincé qui me fait penser à une phrase que m'avait dite une économiste. Si tu n'as pas connu la pluie au Japon, tu n'as pas connu la pluie. Voilà, c'est beaucoup plus poétique. C'est beaucoup plus poétique que sur les marchés. Mais il paraît que quand ça tombe, ça tombe. Alors, et justement, j'allais dire à côté, il y a quand même quelques milliers de kilomètres, mais la Chine. Et donc là, on a ce chiffre spectaculaire. Doublement spectaculaire d'ailleurs, parce que donc taux de chômage de 20,8% pour les jeunes, pour les jeunes, ce qui est juste, c'était la ligne derrière et j'avais pas conscience de ça. Le taux de chômage pour la population active en Chine, il est quand même de 5,2% aujourd'hui. On n'est pas au. Il est supérieur à la moyenne de la zone euro. Et exactement. On n'est pas du tout sur un taux de chômage suisse, par exemple. Ah, exactement, ou même un taux de chômage américain. Voilà. Tout à fait. Alors, c'est pas du tout ce qu'on imagine. Et la pression sociale en Chine, et c'est pour ça que depuis quelques jours, on a de plus en plus de
de bruit ou d'informations sur lequel il y a des réunions sur la nécessité au plus haut niveau des autorités de relancer véritablement l'économie avec des mécanismes très connus sur je fais des ponts même s'ils arrivent nulle part, je fais des autoroutes, et je relance les infrastructures parce que c'est la seule chose qui peut me permettre de régler mon problème social, tout simplement mon problème social. Aujourd'hui, la Chine a un énorme problème avec cette génération de jeunes qui souffrent du chômage, c'est que c'est la première génération qui a été biberonnée, j'allais dire, à la supériorité du modèle chinois et du modèle du socialisme à la chinoise. Ouais. Et là, ils ressortent, ils sortent des études, ils ont fait énormément d'efforts, ils ont promu sur tous les réseaux sociaux le fait que leur pays c'était le meilleur du monde et que les autres ils n'avaient rien compris et qu'ils allaient voir ce que vous allez voir, et ils arrivent et il n'y a plus de travail. Ouais. Et ça commence à être un véritable problème très important. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir que depuis quelques jours, par exemple à Wall Street, les entreprises qui font des infrastructures ou qui fournissent des éléments pour les infrastructures profondes, comme par exemple Caterpillar, sont en train de s'envoler. Littéralement, on parle beaucoup d'NVIDIA pour l'intelligence artificielle, tout à fait. Mais quand vous regardez une société comme Caterpillar, depuis quelques jours, la progression est quand même très spectaculaire. C'est pas aussi spectaculaire qu'NVIDIA, mais ça progresse beaucoup plus vite que le S&P 500. Pourquoi ? C'est depuis 10 jours. Pourquoi ? Parce que depuis 10 jours, on a effectivement ces chiffres qui commencent à s'accumuler et des bruits qui disent là c'est bon, ils vont devoir véritablement accélérer en faisant une vraie relance avec le crédit. Ils veulent pas le faire, la relance avec le crédit, parce qu'ils ont peur pour leur système financier. Mais entre la peur de déstabiliser le système financier et la peur de déstabiliser le régime tout court, parce qu'on est incapable de remplir le contrat social chinois, c'est-à-dire vous n'avez pas de liberté mais vous avez de la prospérité, en fait c'est ça, le contrat social chinois, vous n'avez toujours pas de liberté mais vous avez moins de prospérité. C'est compliqué. Compliqué. Alors on en discutait récemment avec Laurence Daziano qui vient nous voir très régulièrement, maître de conférence à Sciences Po, qui suit très très près ce qui se passe en Chine. Elle racontait que ce qui commence à se dire, et on se disait ensemble, alors j'avais oublié que la famille de Xi Jinping avait été victime de la révolution culturelle, et que le petit Xi, parce que ses parents étaient proches du pouvoir, se sont retrouvés alors je ne sais pas si c'était du coton, oui je crois que c'était du coton, dans les champs de coton, dans les champs de coton dans les provinces chinoises, et qu'il y avait un petit peu ça qui commençait à sortir aussi. En gros, on dit à la jeunesse, vous ne trouvez pas de travail, vous n'êtes pas content, barrez-vous dans les campagnes, et si vous n'y allez pas, on va peut-être vous y emmener de force. Elle est assez, sur l'idée sortie du plénum du Parti communiste chinois d'il y a maintenant 5-6 mois, que c'est le retour de la politique, que c'est le retour de l'autorité, enfin voilà. En fait, effectivement, ce que promeut Xi Jinping depuis son arrivée au pouvoir, fin 2012, c'est la primauté du politique. Je rappelle souvent que le premier des 14 principes de Xi Jinping qui sont maintenant dans la Constitution, le tout premier, c'est assurer le leadership du Parti communiste chinois sur toute forme d'organisation sociale en Chine. Il n'y a pas plus clair. Bon. Le problème de ça, c'est qu'effectivement, quand vous poussez la logique au bout, vous vous retrouvez à dire je dois piloter l'économie quasiment de A à Z. Et quand ça ne marche pas, en fait, quand je veux faire diminuer un taux de chômage d'autorité, je leur dis je vous mets... C'est un peu dur, mais je vous mets en travail forcé. Comme ça, je diminue le taux de chômage. Exactement. Et puis la statistique montrera que le Fils du ciel est toujours béni par les dieux. Exactement. Donc il n'y a pas besoin de remplacer l'empereur. Exactement. Et c'est effectivement en fait, je pense que le pouvoir hésite et va peut-être faire les deux choses, c'est-à-dire à la fois des mesures très autoritaristes pour déplacer des masses, pour leur dire l'important maintenant c'est la souveraineté, donc soit vous travaillez à l'usine pour les semi-conducteurs, si vous n'êtes pas capable, vous travaillez pour le bol de riz, le fameux bol de riz en fer de Mao. Et puis en parallèle, on va quand même s'assurer qu'il y a un peu plus de croissance, et donc on va aussi remettre un peu d'argent dans la machine pour être sûr qu'au moins nos taux de croissance faciaux ne nous fassent pas perdre la face. Donc il doit y avoir un peu des deux, probablement, qui se met en place, mais c'est vrai que c'est un moment... Je pense que c'est un des points de bascule de ce troisième quinquennat de Xi Jinping, parce que je ne pense pas qu'il imaginait que la réouverture post-Covid, qui a quand même coûté extraordinairement cher en termes de vie, ça a été... Wilfried, les ratios sont à peu près les mêmês que les nôtres, je suis désolé de le dire, mais... Ouais, en fait... en tout cas, les ratios officiels sont à peu près les mêmes que les nôtres. Les ratios officiels. Quand on lit... Des commentaires de personnes qui étaient dans les campagnes chinoises,
ça a été... Parce qu'en fait, toutes les statistiques en général chinoises concernent les villes. Ouais. D'ailleurs, le taux de chômage, c'est le taux de chômage urbain. Oui, c'est le taux de chômage urbain. Voilà. Oui, et en fait, les campagnes n'ont quasiment pas de système statistique, en fait. Et alors, le sentiment qu'on a, et ce n'est que juste un sentiment, c'est qu'effectivement, ça a été, dans les campagnes, extraordinairement violent en termes d'impact. Et il y a toujours des liens qui sont quand même très forts entre la population des villes et la population des campagnes. Donc là, va falloir équilibrer les choses. Mais c'est quand même, j'y pensais aussi, en termes statistiques, puisqu'on dit beaucoup, j'ai toujours entendu, moi, depuis que je m'intéresse à ça, qu'il ne faut pas croire les chiffres chinois. Force est de constater qu'ils n'ont pas non plus la volonté de les manipuler plus que ça. Là, le chiffre, il sort bel et bien des bureaux de statistiques chinois. Exactement. Voilà. Soit effectivement, ils n'ont pas la volonté de les manipuler, soit même en les manipulant, ça sort très très mal. Voilà. Je ne sais pas quelle est le vrai, la vraie explication. La vraie explication. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les statistiques chinoises, pourquoi est-ce que les statistiques chinoises attirent toujours le scepticisme ? C'est parce qu'elles sortent extraordinairement vite. Ce sont les statistiques mensuelles qui sortent toujours le plus vite de la planète. C'est-à-dire que le mois est à peine fini, tac, on a automatiquement les chiffres qui sortent. Alors, soit effectivement, ils ont des outils de projection tellement extraordinaires que dès le premier du mois, ils sont capables de savoir précisément tout ce qui s'est passé dans les 31 jours ou les 30 jours précédents. Soit effectivement, il y a quand même des biais statistiques qui sont très forts, qui permettent effectivement d'avoir ces chiffres-là. Mais l'important, c'est effectivement de les comparer en séquence. Et de les prendre à valeur faciale en disant, en séquence, ça veut dire que ça se dégrade ou ça augmente. A priori, il n'y a pas de changement dans les méthodes statistiques chinoises, donc prenons-le à cette valeur-là. Après, ça nous amène au troisième point, c'est-à-dire que si effectivement la relance chinoise est moins efficace que ce qu'ils pouvaient penser, c'est parce que la demande occidentale est moins importante que ce qu'ils avaient pu anticiper, et on arrive sur nos fameuses banques centrales. Et je préfère moi parler parce que mais sur notre banque centrale européenne. Alors je sais que tu la vilipendes. Beaucoup, ouais. Moi, je trouve qu'on est très, très sévère avec ces gens qui font face à une crise exogène, qui n'ont pas les armes adaptées pour essayer de juguler cette crise exogène, et qui font ce qu'ils peuvent. Et c'est pas si mal, quoi. Alors, je sais pas, tu vois, comment on voit les choses. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que lorsqu'on a une arme aussi puissante que la politique monétaire à disposition, qu'on a la capacité d'agir sans limite, en fait. Il n'y a pas de contrôle démocratique, il n'y a pas de contrôle juridique, il n'y a rien du tout. Très clair. Pour moi, un des premiers éléments qui doit rentrer en ligne de mire, qui doit rentrer en ligne de compte pour définir la politique monétaire, c'est faire le moins de mal possible. Et c'est ça que je reproche profondément à la Banque Centrale Européenne, c'est que ce principe fondateur de tout détenteur d'un outil ou d'une arme extraordinairement puissant ne me paraît pas être aussi haut dans l'ordre des priorités, parce que lorsque l'on voit la diminution des indices d'inflation, elle est extraordinairement rapide. On peut raconter ce qu'on veut. On peut être un entrepreneur en affolement inflationniste, comme j'en entends énormément. Ça n'est pas vrai. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde même l'inflation allemande, tout le monde dit « mais regarde, l'inflation allemande est élevée ». On est à 6%. Alors effectivement, on est à 6%. En mars, on était à 9%. On est passé de 9 à 6 en l'espace de 3 mois. C'est un effondrement. C'est un effondrement. Les prix à la production en Allemagne sont en déflation. On n'est pas en inflation minimale, on est en déflation. Lorsqu'on regarde l'ensemble des indicateurs les plus avancés, tous les indicateurs nous laissent à penser qu'en fait, effectivement, il y a des poches qui résistent d'inflation, mais heureusement qu'il y a des poches qui résistent d'inflation. Si on a l'intégralité des prix dans une économie qui est inférieure en rythme annuel à 2%, ça veut dire qu'en gros, on est quasiment proche de la déflation. Bon, mais ça, c'est le résultat, en partie. Enfin, on n'en sait rien d'ailleurs. La vraie question, c'est en partie. C'est-à-dire que en partie de la politique de la Banque Centrale Européenne. Ce qui est très étonnant avec la Banque Centrale Européenne, c'est qu'elle nous dit, depuis peu de temps, elle nous dit il faut du temps pour que notre politique se propage dans l'économie. Exactement. François Villeroy de Galhau, mes idoles,
Gouverneur de la Banque centrale. Gouverneur de la Banque centrale française, a récemment expliqué qu'il fallait, même pour moi, ce que je trouve déjà quand même beaucoup, au moins 24 mois. Il a dit au moins 24 mois. Il a ensuite fait, pour que la politique monétaire se propage, il a ensuite fait une prévision qui est digne des meilleurs stratégistes et économistes, c'est-à-dire que l'inflation redescendra à 2% d'ici entre maintenant et 2025. Je suis d'accord. Je supporte totalement cette précision. Lorsqu'on a aussi peu de précision, et je comprends, et là je suis totalement d'accord avec toi, la situation est très incertaine parce qu'on a modifié énormément de mécanismes dans l'économie. Voilà, c'est pas le cycle, quoi. Mais dans ce cas-là, on fait une pause et on fait ce qu'a fait la Réserve fédérale, à mon avis un peu tard, même pour elle. On fait un petit pas de côté pour dire laissons-nous du temps pour voir comment est-ce que l'économie réagit à ce tour de vis extraordinaire. On parle beaucoup d'immobilier, on parle beaucoup de la catastrophe que sont en train de vivre les professionnels de l'immobilier en ce moment. La matière première de l'immobilier, c'est ni le bois, ni le béton, ni la pierre, ni le cuivre. La matière première de l'immobilier, c'est le crédit. On a fait un choc de cette matière première, on l'a multiplié par 4, le prix. On est passé de 1% à 4%. C'est au moins aussi important, voire plus, que le premier choc pétrolier de la guerre du Kippour de 73. Et là, on se dit, c'est horrible. Vous imaginez, on est en train de mettre des pans entiers de l'économie à l'arrêt et on va avoir des... Voilà le premier impact. Et donc, ça nécessite quand même, plutôt que de se dire, je vais encore en faire 2 ou 3, et puis après on verra, de dire, là aujourd'hui, quand on parle de taux de croissance potentiel de l'économie européenne, on doit être entre 1 et 1,5%. Voilà. On est aujourd'hui avec un taux européen, on sera tout à l'heure, avec un taux européen pas loin de 4%, entre 3,5 et 4% sont le taux qu'on garde. C'est considérable, c'est extraordinairement restrictif. Donc tu trouves qu'ils avancent là-dessus avec un peu trop de légèreté ? Je trouve qu'une fois qu'ils ont changé leur logiciel, et là aussi, je rappelle quand même que Christine Lagarde, les yeux dans les yeux, le botox dans le front, voilà, nous disait en septembre 2021, il n'y aura pas d'augmentation de taux en 2022. C'est la même qui nous dit aujourd'hui, je ne baisserai jamais les taux. Enfin, c'est les mêmes. Dans ce cas-là, un peu d'humilité ne fait jamais de mal. C'est-à-dire, il y a eu énormément de hausses. Tu ne peux pas anticiper qu'en février 2022, Poutine va attaquer l'Ukraine. Tu ne peux pas anticiper en février 2022. C'est comme les gars qui n'avaient pas prévu les mannes. C'est imprévisible, ce genre de choses. Alors, quand tu regardes les chiffres d'inflation, si tu es banquier central et qu'en regardant les chiffres d'inflation en janvier 2022, tu ne te rends pas compte qu'il y a un problème, dans ce cas-là, il faut vite faire autre chose. Je les aime beaucoup, mais il faut vite faire autre chose. Il y avait une pression inflationniste qui était déjà très forte, simplement liée à la réouverture à l'engorgement Covid et à l'engorgement. Ouais. Et ça se voyait. Et donc, par rapport à tout ça, elle a démarré trop tard et elle veut compenser en allant très vite, très fort et très loin. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je pense qu'un peu de prudence, la prudence est une vertu, y compris pour les banquiers centraux. Et c'est pas parce qu'on est très agressif qu'on est forcément les plus efficaces. Là, on vient d'aller très vite, je sais très que, fort. La réponse, ça va être, écoute, l'inflation est à terre, on va lui mettre, mais elle bouge encore, on va lui mettre 2 balles dans la tête pour être sûr de la terminer. Voilà. Et après, on tourne la page, on passe à autre chose. Mais moi, ce qui m'interpelle là-dedans, c'est que ce discours-là, normalement, vient avec... Et ne vous inquiétez pas, si on doit supporter l'économie, soutenir l'économie, on le fera. On a vu que ça ne marchait pas. C'est-à-dire qu'il a fallu la relance Covid et l'extraordinaire apport à la fois des États, soutenus par les banquiers centraux d'ailleurs, pour relancer tout ça, pour sortir du monde déflationniste dans lequel on a été. Et là, on nous explique, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on sera là. Mais quelle blague ! Mais quelle blague ! Donc d'abord, effectivement, ne pas casser. Et ensuite, là, on est vraiment déjà restrictif. Quand on dit qu'on a minimum 24 mois, la Banque Centrale Européenne, c'est depuis juillet seulement qu'elle a monté ses taux. Ça fait même pas un an. Donc il est temps, effectivement, de... En même temps, oui, comme tu le dis, les restrictions de crédit... Oui, et puis les restrictions de crédit, on les voit là, aujourd'hui, c'est très clair. Exactement. Donc arrêtons arrêtons d'être monomaniaques sur ce sujet-là. Et si on a 2,5% d'inflation, ou 3% d'inflation, c'est pas grave par rapport à un choc social qui serait monstrueux. On ne parlera plus de la même chose. Si effectivement on se rend compte qu'on a un choc social très important du fait du crédit... Mais je ne suis pas sûr du tout qu'on ait un choc social très important. Moi, c'est ça le sujet. Je l'espère pas. C'est-à-dire que les conditions de recrutement sont... Alors, c'est ça qui est intéressant. On
on n'a pas le temps, on en reparlera ensemble, et puis on verra à la rentrée, mais visiblement, ils regardent les indicateurs d'emploi. Sauf que le monde de l'emploi est en train de se transformer en profondeur. Et j'attends de voir, moi, même sur le secteur du BTP, les conditions de recrutement sont tellement dures qu'avant que les gars licencient, il va falloir vraiment qu'ils soient au fond du trou. C'est sûr. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Mais, tu vois. Mais en fait, c'est un vrai... Le débat toujours, c'est quoi quels sont les indicateurs retard et quels sont les indicateurs avancés de l'économie. Comment est-ce que des banquiers... Tu te rends compte de ce qui se passe. Comment est-ce que banquiers centraux, on ne parle pas de celui qui à Bercy va dire comment est-ce que je soutiens l'économie. C'est pas la même chose. Ouais. Chacun doit être dans son rôle. Le banquier central, il doit regarder très loin. Il doit regarder ce qui est en train de se passer en disant j'essaie de me projeter. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans la conférence de presse de Jérôme Powell hier, je parle quand même un tout petit peu de Jérôme Powell, peut-être la phrase la plus importante, c'est « Je reconnais que depuis 2 ans, nos modèles d'inflation n'ont pas marché et qu'en fait, on n'y comprend plus rien. » Quand on est à ce point dans le brouillard, ce que je comprends, et c'est extrêmement difficile, on vient de faire un mouvement très important. Oui, on marque une pause. On marque une pause, et puis on se donne 3... Et éventuellement, après, on dit « Je repars, je reprends, j'ajuste. » Mais une fois que l'économie est cassée, elle est véritablement cassée. Hein. Donc, mais c'est ça dont je suis pas... En fait, c'est là où je suis moins pessimiste que toi, du fait des tensions sur le marché du travail. Mais je trouve qu'on n'a pas encore tout l'impact sur une économie qui a fonctionné à crédit. L'économie européenne, l'économie mondiale, l'économie américaine fonctionne à crédit depuis 2008. Et c'est là que c'est vrai qu'on est en train de basculer dans des trésoreries négatives. Et le choc que constitue la hausse de taux sur cette masse de dette, on en est au tout début des conséquences. Au tout début. Seuls quelques ménages endettés à taux variable... Mais ils peuvent redescendre aussi vite qu'ils sont montés, les taux, Wilfried, dans ces conditions-là. Oui, mais dans ce cas-là... C'était bien sûr que le cadavre, tu vois. Dans ce cas-là, ça veut dire que... t'auras tué l'inflation, t'auras fait ton job et on repart. Ça veut dire que tu rebaisses les taux et là, tu donnes tout un discours en ce moment en disant « Je ne baisserai pas les taux avant... » Powell l'a dit hier, avant de nombreuses années. Enfin, avant plusieurs années. Donc je suis d'accord avec toi, mais dans ce cas-là, c'est incohérent. Donc moi, j'ai besoin de cohérence. En fait, j'ai besoin de banquiers centraux qui regardent loin et qui sont cohérents avec leur mission, qui est une mission d'équilibre. La mission d'un banquier central, même si dans le traité ou pas traité, c'est d'abord et avant tout de piloter les équilibres macro-financiers. C'est quoi, c'est l'engagement des médecins, la primum... Oui, exactement. Primum not nocere. Voilà, c'est ça. Exactement. D'abord, ne pas faire de mal. Exactement. D'abord, ne pas nuire. Bon, mon cher Wilfried. Cher Stéphane. On se souhaite un bon été. Exactement. Et puis, on verra. on verra où les vents nous mènent. On verra en septembre dans quel état on sera. On continue Bismart. Et donc Clarisse Bérébi est avec nous. Bonjour Clarisse. Bonjour Stéphane. Cofondatrice donc d'Ether. C'est ça. Alors on va parler... Ouais, magnifique le magazine. Alors j'ai mis moi le levier fiscal autour de la recherche. C'est ça. Mais donc on va parler de tout ça, ce sujet qui m'intéresse énormément. Le business de la complexité, bienvenue en France. Mais pourquoi Ether? C'est quoi le... Il y a plusieurs origines au niveau du nom, mais je dirais que il y avait une dimension, c'est un peu le 5e élément, c'est un peu ce qui transcende un petit peu tout le reste. D'accord. L'idée d'aller dans la recherche, justement, et peut-être dans la recherche fondamentale. Exactement. Donc, cabinet dédié aux enjeux fiscaux innovants des entreprises. C'est ça. Est-ce que je peux commencer comme ça, Clarisse? C'est pas normal qu'un business comme le tien existe. Je comprends la réaction. Nous, on est avocats fiscalistes, déjà. Hein. On est un cabinet d'avocats et notre métier, c'est la sécurité et la conformité fiscale. Donc, notre métier, c'est d'aider les clients à faire des dossiers qui soient corrects et à demander des ressources fiscales quand c'est cohérent et justifié, tant en termes d'éligibilité qu'en termes d'assiette. Ouais. Oui, mais... C'est pas un reproche évidemment que je te fais, c'est un reproche que je fais à, enfin même pas à l'administration fiscale d'ailleurs, au paquet de lois qui se sont empilées les unes sur les autres, accumulées effectivement, qui font qu'on est quand même obligé de créer ce truc qui s'appelle le droit à l'erreur.
C'est complètement fou. J'ai reçu un petit courrier de l'URSSAF, moi, il y a quelques jours. On te dit de cocher la case si ta réponse n'appartient pas à la catégorie droit à l'erreur. Oui. C'est complètement dingue. Et donc, c'est là où il y a un sujet. Et c'est ça qui te rend indispensable, j'imagine. C'est-à-dire que de toute façon, aujourd'hui, on est dans un environnement de plus en plus juridique, de plus en plus complexe sur tous les types de lois. Ce n'est pas lié exclusivement à la fiscalité. Ouais. Tous les domaines du droit se complexifient. On vit dans un monde de droit. Tout est échange juridique. Et de toute façon, les avocats, par nature, ont toujours une place, je dirais, importante dans le paysage économique. Alors, je dirais que sur les leviers fiscaux, notre rôle à nous, ça va plutôt, en tout cas, c'est comme ça que moi je le vis avec Ether, ça va plutôt d'inciter les entreprises qui ne savent pas avoir droit à ces ressources qui sont très importantes, surtout dans l'environnement actuel où on ne va pas se mentir, il y a de moins en moins de crédits, les levées de fonds sont devenues compliquées, donc avoir accès à des ressources extérieures qui en plus ne sont pas dilutives pour l'entreprise, c'est important. Ouais. Et donc notre rôle à nous, c'est de les aider à comprendre le système et à les accompagner tout au long du chemin. C'est pas en soi si compliqué la fiscalité. La seule chose, c'est que... Si, Clarisse, vas-y, pardon, continue. Mais si, c'est affreusement compliqué. Tu ne comprends pas les mots qu'ils emploient. C'est aussi simple que ça, si tu veux. Des fois, tu lis des trucs, tu dis, on ne parle pas la même langue. Je comprends le... Non, c'est sûr. Si on peut comparer à d'autres États où, effectivement, sur le plan administratif, il y a beaucoup plus de simplicité et de facilité, je l'entends. Après, je dirais que on est quand même... au niveau entrepreneurial dans un pays qui est un paradis fiscal. On ne le réalise pas. Tiens, Xavier Niel a beaucoup dit ça. Ouais, absolument. Je suis ravie de pouvoir... nous sommes un paradis fiscal pour l'entrepreneuriat. Bien sûr qu'on est un paradis fiscal. On est peut-être un cauchemar sur le plan des cotisations sociales, mais sur le plan fiscal, on est un paradis fiscal pour les entreprises. Et donc, maîtriser ces dispositifs, ça fait un petit peu partie du rôle de l'entrepreneur. Mais paradis fiscal pour les jeunes entreprises, quand tu dis entrepreneuriat, non ? Non, pour toutes les entreprises, et en particulier sur ces leviers fiscaux et la recherche et l'innovation. C'est le sujet, c'est précisément le sujet. L'Ether s'est positionné sur l'innovation sociale. Non, on va y aller, mais attends, d'abord, c'est le terme paradis fiscal pour toutes les entreprises. Voilà, on n'est pas, on fait pas l'audience de TF1, mais enfin, un certain nombre de chefs d'entreprise qui viennent là un peu bondir sur leur chaise, leur fauteuil ou leur voiture. À chaque fois que je le dis, les gens bondissent, mais c'est la réalité. D'abord, l'IS n'est pas très élevé. Si on va dans d'autres pays, on voit que c'est beaucoup plus important. Ensuite, il y a beaucoup... On est à la moyenne, on est à 25. Enfin, il y a une petite partie à 15 et une grosse partie à 25. 25, c'est bas par rapport à ce que ça a pu être aussi dans le passé. C'est bas par rapport à ce que ça a pu être chez nous, mais on est dans la moyenne. Et par rapport à l'extérieur, même au niveau de l'impôt sur le revenu, ça reste encore totalement accessible. Et... ensuite, il y a des dispositifs, c'est-à-dire que l'État choisit de réinjecter dans l'économie un certain nombre de ressources publiques qui sont importantes. On est aujourd'hui à 7 milliards. On sait qu'on a pris un engagement vis-à-vis de l'Europe de porter ces dépenses. 7 milliards, qu'est-ce que tu dis ? 7 milliards, c'est juste le crédit d'impôt recherche. C'est l'ensemble des dispositifs. Oui, c'est juste... Parce que l'ensemble des dispositifs... liés à la recherche et l'innovation. Liés à la recherche et l'innovation. Parce que sinon, l'ensemble des dispositifs, c'est 140 milliards. Donc, voilà. Oui, mais c'est important. Donc, aujourd'hui, c'est 2,2% du PIB. On a un engagement de les porter à 3% du PIB, donc de pousser encore ces recettes publiques réinjectées dans l'économie. Et ça, c'est quand même substantiel. C'est beaucoup, beaucoup d'argent pour les entreprises. Alors, allons-y sur les dispositifs de recherche. J'avais lu un point de vue qui m'avait beaucoup inspiré récemment. Donc, si on parle du crédit d'impôt recherche, je dois avouer que j'ai fait partie de l'ensemble de ceux qui ont, d'une certaine manière, sanctuarisé ce dispositif. Tous les ans, on arrivait, tu avais toujours le député qui voulait remettre en cause le truc, et on disait, est-ce que tu es d'accord avec ça ? La stabilité est indispensable à ce dispositif. Exactement. Alors non seulement c'est un dispositif fondamental, mais je dirais même vital pour les entreprises aujourd'hui en France. Alors ça existe depuis 1983, donc effectivement ça commence à avoir une certaine stabilité. Le problème c'est que c'est utilisé effectivement à 80% par les grands groupes. Voilà. Et c'est ce qui pose problème en réalité. Bon, ça assure aussi d'une certaine façon la pérennité du système, mais il est important de comprendre que pour les petites et moyennes entreprises, c'est vital aujourd'hui. Donc, il est évident que ce dispositif ne doit pas disparaître. Au contraire, on doit même le pousser davantage. Et c'est le rôle d'Ether qui, précisément, s'est positionné sur l'innovation, mais pas uniquement dans les sciences dures. Et donc, notamment, tout ce qui est tech, tout ce qui est labo, tout ce qui est métallurgie, etc., etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des innovations sociales, en sciences humaines et sociales, qui vont permettre aux entreprises de gagner en compétitivité, mais surtout, et c'est très important dans le dispositif, de maintenir les talents sur le territoire français. Est-ce qu'elles sont reconnues par ceux qui... Parce que
Moi, j'ai vécu ça avec quelques entrepreneurs. Tiens, notamment, je me souviens du patron de Gravotech, en larmes. Parce qu'à un moment, il y a un contrôleur qui vient lui dire « Monsieur, ce que vous faites, ce n'est pas de la recherche, vous devez nous rembourser le crédit d'impôt recherche quand vous a versé. » Tout à fait, c'est le vrai sujet du crédit d'impôt recherche et c'est pour ça que nous, on fait de la sécurité, de la conformité. C'est pour ça que nous, en tant qu'avocats, on a un positionnement très spécifique. La problématique, c'est que c'est une question de méthode. C'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de complexité fiscale. En réalité, comme tout dispositif, il y a une méthodologie à appliquer qui est extrêmement stricte. Oui, il peut y avoir des contrôles de l'administration, mais il faut raisonner avec l'administration fiscale comme si vous discutiez avec un fonds d'investissement. Quand un entrepreneur va voir un fonds d'investissement pour lui demander de l'argent, il défend son projet, bec et ongle pour obtenir les deniers. Évidemment, la différence, c'est que s'il n'est pas convaincant, il n'obtiendra pas les deniers. Avec l'administration fiscale, c'est différent, vous pouvez les demander. Et si, quand on vient vous demander des explications, vous n'êtes pas convaincant, on vient vous les reprendre. Et la problématique de ce dispositif, c'est qu'il est parfois utilisé de façon un peu légère, non pas sur le fond, mais parfois sur la forme, ce qui fait qu'il y a des demandes d'explications qui sont données. Moi, ce qu'on m'expliquait, les fonds d'investissement qui, d'abord parce que c'est leur pognon, s'ils n'ont pas la compétence, ils vont chercher la compétence pour discuter avec l'entreprise qui fait la recherche sur des domaines, par définition, puisque c'est de la recherche complexe. L'administration fiscale, pas du tout. Si, quand même, on a des audits, on a des experts du ministère de la Recherche qui sont souvent appelés dans les dossiers. Et sur ce que... Parce que c'est quand tu parlais de dispositifs de sciences humaines, de choses comme ça, justement, qui sont en dehors des sciences dures, est-ce qu'on ne se retrouve pas quand même face à une forme d'arbitraire ? Alors, pas du tout. Au contraire, ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça s'est véritablement ouvert, et ça s'est ouvert aussi dans les manuels qui sont la base du crédit d'impôt recherche. Dans le manuel de Frascati, le terme sciences humaines et sociales existe depuis 2015, donc c'est quand même assez récent. Dans le bulletin officiel des impôts, depuis 2021, donc encore plus récent. Mais ça y est, il y a un basculement qui est en train de se faire. Aujourd'hui, on a des dossiers, nous on fait des rescrits, notamment pour le JEI. On n'en fait pas sur le CIR, on fait rarement, ou pour des raisons spécifiques, mais sur le statut jeune entreprise innovante, on fait des rescrits et on obtient... Alors, le rescrit, c'est une garantie de l'administration des impôts qu'on ne touchera à rien, hein, c'est ça le... Oui et non, c'est toujours pareil. Le rescrit, il est valable l'année où on le fait. Oui. Il ne faut pas oublier que chaque année, il faut vérifier qu'on est toujours dans les conditions. T'as raison, Donc, t'as raison. sur le principe, oui, ça garantit, disons, sur l'éligibilité du projet au niveau scientifique. Mais chaque année, il faut vérifier qu'on est bien toujours sur ces opérations de recherche. N'oublions pas qu'en matière de crédit d'impôt, c'est opération par opération que l'on raisonne. Revenons sur le crédit d'impôt recherche. Donc, tu le disais, les grands groupes, en fait, le chiffre, c'est... donc, sur ces 7 milliards, tu as une vingtaine de grands groupes qui captent un peu plus de 2 milliards à eux tout seuls. Quand on sait que ce n'est pas dans les grands groupes que la recherche est la plus efficace, tu te dis que ce n'est pas une utilisation optimale de la dépense publique. Est-ce qu'il ne faudrait pas, et c'était le point de vue que je reprenais moi, tout simplement le plafonner? Parce qu'il n'est pas plafonné, en fait, notre crédit d'impôt recherche. Je crois qu'il est plafonné à 4 millions d'euros en Allemagne. Un plafonnement, par exemple, à 20 millions, exclurait aucune des jeunes entreprises que tu accompagnes, mais éviterait d'arroser le sable des grandes entreprises. Pourquoi pas? J'ai pas d'avis précis là-dessus. T'as pas d'avis précis Non, j'ai là-dessus? pas d'avis précis sur la question. Pourquoi pas? En tant que citoyenne qui paye des impôts, tu devrais avoir un avis, Clarisse. Moi, ça m'aiderait que tu aies un avis quand même. Il est évident que mon rôle à moi, c'est de faire en sorte que toutes les petites entreprises y aient accès de façon massive. Voilà, c'est ça notre objectif. Après, pour autant, est-ce que je dois dire que les grands groupes doivent en bénéficier moins? J'ai pas d'avis spécifique. Il y a quand même de l'embauche forte qui est permise grâce à ce crédit d'impôt recherche. Voilà, je veux pas être excluante dans mon discours par rapport aux grands groupes. C'est pas mes clients. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est pas mes clients. Ou tu veux pas perdre des clients. Non, du tout. C'est pas mes clients. De toute façon, c'est pas nominatif. Non, on sait pas les casser. Moi, je ne suis pas du tout positionnée sur ce type de clientèle-là. Au contraire, moi, ça va être les entreprises beaucoup plus petites. Donc, effectivement, pour qui le plafonnement, ça a été le cas sur le C2I. Il a été plafonné. Mais enfin, le C2I, aujourd'hui, on sait que ça fonctionne beaucoup moins. Mais la réalité, c'est que pourquoi pas le plafonner, ça n'empêcherait rien. Mais le dispositif en lui-même a quand même un avantage. Déjà, il faut savoir que sur l'embauche des jeunes docteurs, c'est quand même extrêmement favorable. Hein, c'est le rémunération. Et c'est un sujet très important. Alors, c'est un sujet fondamental. Et en sciences humaines et sociales... Les docteurs aillent en entreprise, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, il n'y a pas de débouché pour les docteurs en sciences humaines et sociales en entreprise. Ces 2 années de leur rémunération, ça permet quand même de structurer et d'amener un niveau, je dirais, intellectuel et efficient dans l'entreprise qui est incroyable. Donc, voilà. Je ne veux pas dire qu'il faut que ce soit plafonné.
Sachant que, et ce sera la conclusion, non, parce que les chefs d'entreprise qui pourraient penser, oui, mais bon, subventionner les recherches en sciences sociales et tout. Mesdames, messieurs, c'est le capital humain, votre sujet aujourd'hui. C'est le capital humain, tu dis, absolument. Et enfin, ils le savent parfaitement. L'innovation. C'est le capital humain, leur sujet aujourd'hui. Et l'innovation managériale en sciences sociales va être fondamentale. Merci Clarisse pour tout ça. Donc, cofondatrice d'Ether, qui était avec nous sur Bismart. On repart donc, et on repart avec Margot Philippe. Bonjour Margot. Bonjour Stéphane. Directrice associée Archipel & Co. Vous nous raconterez ce que c'est que Archipel & Co. Ce qui m'intéresse donc, c'est un point de vue que vous avez publié sur le forum du Figaro, c'est ça, avec l'économiste David Ménassé. David, il était venu, ça a été un des tout premiers invités de Bismart. C'était l'époque, mais on va en reparler, c'était l'époque La France du Bon Coin, qui est un bouquin qu'il a écrit il y a quelques années maintenant. Voilà, il y a 10 ans. Et puis vous vous êtes mis alors ensemble à vous intéresser à la façon dont l'entrepreneuriat plus ou moins légal se développait, mais dans les pays en développement, et notamment autour de l'Inde, ce qui s'était passé en Inde, etc., était très intéressant. Et là, on va en parler, c'est un petit peu ce qui se passe chez nous avec ce que vous appelez les entrepreneurs de la débrouille. Alors d'abord, c'est qui les entrepreneurs de la débrouille, Margot ? Ce qu'on appelle les entrepreneurs de la débrouille, c'est les personnes en France, d'ailleurs partout dans le monde, mais là, le sujet qui nous intéresse, c'est en France, qui développent un petit business en complément d'autres revenus potentiellement. Parfois, c'est l'intégralité de leurs revenus. Ça peut être des revenus de salariat, ça peut être aussi des prestations sociales ou autres, mais les réalités sociales sont très différentes, qui développent un petit business plus ou moins florissant, mais qui le développent au black, qui n'ont pas encore immatriculé leur structure. Je ne vous parle pas des quelques semaines ou mois d'informels qu'on fait tous si on entreprend, mais là, plutôt des gens qui s'ancrent dans cette réalité-là, qui font ça depuis 2, 3, 12 ans. Et néanmoins, vous dites qu'ils n'ont pas encore. Parce que votre conviction sur... Alors, d'abord, enfin, il y a une estimation, il y a un chiffre, une idée. Ils sont combien, ces entrepreneurs de la débrouille ? Alors, évidemment, c'est la question difficile, parce que par définition, ce n'est pas quantifié. Les rares études parlent de travail au noir, d'économie informelle, et ça, c'est estimé à 8% du PIB, donc c'est quand même assez énorme, c'est l'OCDE qui le dit. Ça concerne plusieurs millions de personnes, l'économie informelle. Nous, sur la France, 8% du PIB sur la France ? Ah oui, c'est frappant. Oui, mais attends. Ensuite, nous, on se concentre sur les entrepreneurs informels. Je ne vous parle pas des gens qui font la plonge au restaurant, des salariats au black, des gens qui ou pas l'artisan qui va te poser 2 fenêtres et puis les 2 autres, elles vont être au black. Exactement. Etc. D'accord. Voilà. Et donc ça, nous, on l'estime, et honnêtement, il n'y a pas d'études, on l'estime à quelques centaines de milliers de personnes. En tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est significatif, et pourtant, c'est toujours sous le radar de la moindre politique publique, ou en tout cas réflexion, dans un contexte où on essaie de développer l'entrepreneuriat en France. C'est quand même un peu dommage. Mais c'est là où, alors on va y arriver tout de suite, je vous trouve très généreuse avec ces gens-là. Enfin, on a le statut de l'auto-entrepreneur. Ah oui, je sais. Le statut paraît simple, et pourtant... Il l'est. Il l'est. Et pourtant, cette réalité existe. Et donc, évidemment, la première question, c'est, c'est des fraudeurs ? Oui. Ou c'est les sans-papiers ? Ou voilà. Donc, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est pas du tout que ça. Et ce qu'on voit, et ça nous a étonnés, parce qu'évidemment, quand on a commencé, vous avez dit, on a commencé par des études, ensuite on est passé à l'action, on a créé le programme Mon Business Carré, justement, et, parce qu'ils disent tous qu'ils veulent mettre leur business au carré. Mon Business Carré, en se disant, on va essayer d'accompagner ces entrepreneurs vers la formalisation, en se disant, il y en a 9 sur 10 qui vont nous mettre une porte. Pas du tout. Et en fait, c'est ça qui est assez frappant, et qui est à la fois triste et en même temps enthousiasmant, c'est que vous en avez beaucoup qui ne se déclarent pas, mais plus par méconnaissance administrative, et Dieu sait que c'est simple, potentiellement. Et aussi, je pense que c'est intéressant, parce qu'ils n'arrivent pas à s'assumer comme des vrais entrepreneurs en disant « je me formaliserai quand ça marchera vraiment ». Et pourtant, notre conviction, moi je prendrais Aaron qui fait des sites web, qui du haut de ses 24 ans a des clients satisfaits, qui a investi 15 000 € dans du matos, il est peut-être déjà dans cette posture entrepreneuriale, et il faut l'aider à l'assumer. Margot, le gars qui fait des sites web, je veux bien entendre, on va en parler, j'en sais rien moi, le gars qui a monté une espèce dans le papier que vous écrivez, vous donnez l'exemple d'une casse auto, d'un gars qui répare comme ça, qui peut réparer au black 2-3 machines. Ok.
Le gars qui fait des sites web, s'il n'est pas capable d'aller sur, je ne sais pas comment s'appelle le site maintenant, auto-entrepreneur.fr, de faire les 4 clics qu'il faut pour s'immatriculer, c'est qu'il ne veut pas payer les 20% de charge. Point à la ligne. Alors, je vais vous dire, je l'ai fait il y a 3 semaines, donc c'est simple, et pourtant ça ne le paraît pas forcément, et que vous avez des acteurs comme Legal Start qui facilitent énormément ça. Et pourtant, la réalité qu'on a, c'est que 2 tiers des entrepreneurs qu'on va chercher, et on va les chercher, et ils sont potentiellement informels depuis 10 ans, se déclarent pendant notre programme d'accompagnement. Et une fois de plus, c'est aussi une question de posture, c'est aussi une question d'administratif, et vous allez me dire, c'est une blague. Non, ce n'était pas une blague. Et c'est aussi une question de comment est-ce qu'ensuite je fais évoluer mon business une fois qu'il se déclare. Ça veut dire qu'on augmente les charges, bien sûr, c'est une réalité. Et nous, on propose aussi un accompagnement pour se dire, comment est-ce que je repense mon prix? Est-ce que je vais devoir changer de client? Ça pose cette question-là aussi, parce que ce n'est pas complètement anodin. Oui, enfin, il faut peut-être leur dire aussi avant d'augmenter les charges, tu te mets à cotiser pour un certain nombre d'institutions qui, à un moment, pourront te rendre service quand même. Ça peut être un argument. Tout à fait, et c'est un moteur. Et je pense que qu'on entend quand même. C'est ce qu'il faut avoir. Sécurité sociale, tu peux en avoir besoin à un moment ou à un autre. C'est ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous, on rencontre beaucoup plus que ce qu'on pensait, des gens qui aspirent à se formaliser. Et qui n'y arrivent pas. Alors vous allez me dire, ce sont des freins psychologiques ou autres, c'est là. C'est là, et pour autant, l'accompagnement qu'on propose permet de passer ce cap. Mais alors attends. C'est une réalité massive. Et on n'est pas sur des démarches qui sont frauduleuses, qui se sentent frauduleuses et malignes par nature. On est sur des freins qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être administratifs, qui peuvent être les démarches, et une fois de plus, qui peuvent être cette capacité à s'assumer, à se dire « oui, je suis entrepreneur ». L'URSSAF, tu le sais, a regardé ce qui se passe. C'est un truc un peu ballot d'ailleurs, parce que les gars, et c'est normal, n'ont pas le temps de s'intéresser à l'actualité, mais tu as su assez vite que l'ensemble des plateformes allaient devoir maintenant déclare à Bercy, déclare au fisc, déclare aux URSSAF l'ensemble des revenus qu'ils versent, à leurs livreurs, salariés, divers et variés, mais à l'ensemble des indépendants. Mais en face, les indépendants ne se sont pas rendus compte, et donc l'URSSAF a vu que les gars déclaraient à peine 5 à 10% de leur activité. Ce qui est ballot, parce que l'activité, elle est déclarée par la plateforme. Donc, ils sont très, très vite rattrapés par la patrouille. Ça prouve bien, là, quand même, qu'il y a une volonté... J'ai pas de jugement à porter là-dessus. Si tu gagnes très, très peu, tu peux avoir quelques réticences à en donner une partie à l'État. Mais il y a quand même une volonté de travailler au noir là-dessus, Marco. En fait, ce qu'on voit, je pense que nous, le public sur lequel on se concentre, c'est des gens qui ne sont pas du tout immatriculés, qui n'ont pas fait ce passage-là. Oui, mais je prenais cet exemple de ceux qui sont immatriculés, qui déjà eux-mêmes, massivement, pensent qu'ils peuvent travailler au noir. C'est aussi pour ça qu'on parle de stratégie de débrouille et de se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, chacun, à son échelle, se débrouille dans ce qui peut être son niveau de vie, dans ses enjeux, et que nous, ce qu'on a envie, c'est de provoquer un élan de formalisation. C'est de se dire comment est-ce qu'aussi on restaure cette envie-là. Et comment est-ce que chez les gens qui, de toute façon, seront sous le radar de tout type de politique répressive, quand vous n'avez pas du tout immatriculé, vous serez toujours sous le radar. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que ce qu'il faut, là, c'est pas la répression qui serait efficace, c'est de donner envie et globalement de générer des coming out, si je peux me permettre de parler comme ça, et de se dire comment est-ce qu'on communique aussi plus sur les intérêts. Et vous l'avez dit, de la formalisation, de l'immatriculation. Et moi, ce qui m'a frappé, d'ailleurs, dans des ateliers qu'on a fait auprès de jeunes entrepreneurs qui étaient pour le coup vraiment, vraiment jeunes, l'envie de contribuer fiscalement était un moteur. En fait, quand ils disent « je veux faire mon business au carré », c'est bien. Je veux faire ça bien. Et c'est un moteur. Ça a du sens. C'est un moteur. On est bien d'accord. Et en face de ça, en fait, vous avez les moteurs et les freins. La balance est comme ça. Et comment est-ce que nous, on fait en sorte d'inverser la balance? Ce qu'on pense, c'est que l'accompagnement, et aujourd'hui, on n'est pas, je pense pas, plus, on n'est pas en train de marteler une demande de simplification de la norme, même s'il y a des enjeux, il faut se poser la question de à qui profitent les règles. Dans certains secteurs, vous prenez la coiffure fabrique de la parce que si vous n'avez pas le diplôme, vous ne pouvez pas. Ouais. Donc, ah oui, là, je suis d'accord. Là, sur certains secteurs comme ça, je suis d'accord avec vous. La norme est un sujet. Et en fait, l'État est d'accord avec vous aussi. Et en même temps, ça ne change pas. Je crois que c'est Emmanuel Macron lui-même qui a parlé du diplôme de coiffeur, que ça lui semblait surréaliste. Et ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que les diplômes sont à la hauteur du marché aujourd'hui. Vous avez le métier de barbeur qui s'est développé, donc oui, le diplôme... Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord. Ce qui s'est passé pour les taxis, globalement, à un moment, quand ta barrière est manifestement inadaptée, la barrière saute. Là, on est d'accord. Donc nous, ce qu'on pense, c'est qu'il y a des leviers qui sont réglementaires, il y a un levier qui est fort, qui est l'accompagnement, finalement, et puis
ne serait-ce que de briser le tabou. C'est-à-dire que quand vous allez voir votre conseiller de Pôle emploi, vous ne lui dites pas que vous avez un business à côté. Pourtant, c'est une réalité qui est intéressante. C'est peut-être des compétences, c'est peut-être justement des compétences qu'on peut valoriser. Donc nous, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il faut qu'on travaille. Parce qu'en fait, là, il y a une espèce de pièce de théâtre générale au quotidien. De se dire qu'on en parle surtout pas. Vous ne pouvez pas le dire au conseiller Pôle emploi. Si vous le dites au conseiller Pôle emploi, ça veut dire que vous avez des revenus que vous ne déclarez pas. Et lui, il est chargé aussi de vous verser oui, mais ce qu'on les allocations. C'est que ce statu quo est inintelligent. C'est ça le problème. Et nous, on ne fait que poser ce constat. C'est une réalité. Donc, bien sûr qu'on préfère regarder derrière. C'est une réalité. Et ce qu'on voit, c'est que c'est inefficace d'ignorer totalement cette réalité sociale et économique de la France. Je ne dis pas une fois de plus que la bascule... Mais qu'est-ce qu'il pourrait faire de plus? Donc, par exemple, rendons hommage à la Fédération des auto-entrepreneurs, par exemple, qui est tout à fait capable, si vous avez... Je peux concevoir qu'il y a 2-3 cases qui sont un peu complexes à remplir. Bon, mais ils vont vous donner un coup de main, ça va être fait, mais vraiment en 10 minutes. Qu'est-ce que les autorités publiques pourraient faire de plus, Margot, que ce qu'elles ont fait à l'occasion de la création du statut de l'auto-entrepreneur? Et on sait que ça a secoué, notamment du côté des artisans, rappelons-le. Les auto-entrepreneurs ne sont pas soumis à la TVA. Il y a des conditions de concurrence qui peuvent toujours être discutées. Donc, ils se sont engagés quand même massivement là, à essayer de régulariser l'ensemble de ces gens. Là, on parle de simplification objective des démarches administratives. Une fois de plus, et j'insiste sur ça, d'un statut particulier, on parle 21% de charges seulement, encore une fois pas soumis à la TVA. On leur a même fait un statut sur mesure. Oui, mais si justement la simplification administrative était le seul problème, on n'en serait pas là. Aujourd'hui, il y a aussi une vraie réalité qui est comment est-ce qu'on accompagne les personnes qui entreprennent et qui ne se sentent pas entrepreneurs. Je vais prendre un exemple. Vous avez aussi beaucoup d'entrepreneuriat informel dans le business des traiteurs à domicile. Vous allez avoir des femmes qui vendent beaucoup de plats régulièrement, qui ont des clients. Vous en avez même qui s'organisent en collectivité et qui vont aller livrer à des acteurs du BTP ou autres. C'est intéressant économiquement. Et en même temps, elles disent, je vais quand même pas dire que je suis entrepreneur. Et donc, je vais pas, ce serait me la péter. C'est vraiment comme ça qu'elles disent, ce serait me la péter que de créer mon entreprise. Bon, bah là, je suis d'accord, c'est pas la simplification du statut qui agira. C'est vraiment un travail aussi d'accompagnement. Et donc là, je pense qu'il y a une raison, il y a une réponse aussi sociale à le faire. Et je vous prends un autre exemple. On a accompagné une femme. Juste, je me permets de dire un truc. Olivier Sadran, entrepreneur toulousain extraordinaire, qui est aujourd'hui un des leaders mondiaux du catering, a commencé comme ça, en allant distribuer des sandwichs sur les chantiers du métro de Toulouse. Voilà. Donc ça t'emmène très très loin après. Exactement, et je pense qu'on a besoin, quand je dis on a aussi besoin de nouveaux narratifs et de générer des coming out. Moi je cherche justement des structures à succès qui ont commencé comme ça. Et il a commencé comme ça. Tous les entrepreneurs commencent un peu comme ça. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les gens qui se sont enfermés pour tout un tas de raisons dans cette dimension informelle. Et là, il y a des petits verrous à débloquer. Et je serais ravie de le rencontrer. Olivier Sadran, si on peut organiser ça, et puis je crois qu'il sera ravi lui aussi, il raconte cette aventure incroyable. Il était, en plus, je dis d'un mot, mais fortement diplômé, Olivier. C'est simplement, à un moment, il voyait ses ouvriers galérer sur le chantier pour manger à midi. Il y a un business. Et c'est parti, c'est devenu Nurest, et aujourd'hui, c'est plusieurs milliards de C'est le propre aussi de beaucoup de business informels, c'est ce pragmatisme. Mais attends, parce que tout ça est passionnant, et le temps tourne vite. Je ne comprends toujours pas ce que tu attends de l'État, Margot, parce que c'est ça, votre point de vue, vous attendez quelque chose de l'État. Oui, on appelle à un élan de formalisation. Mais qui prend plusieurs formes. On a formulé un certain nombre de propositions qui vont de la question du récit et du fait de briser le tabou. Vous avez raison, c'est pas simple. Mais moi, j'aimerais que les conseillers Pôle emploi soient sensibilisés à aborder cette question sans faire fuir la personne. Dans le cadre de France Travail, ça peut être pas mal. Exactement. Et on est justement en train de dialoguer avec Thibaut Guilhuy sur dans quelle mesure on peut expérimenter des choses dans le cadre de France Travail, des expérimentations RSA. Je crois que vous l'avez reçu. C'est un invité régulier de Bismarck. On travaille avec lui. Développer massivement les initiatives qui existent, il y en a plein. Sauf qu'en fait, personne ne veut financer de l'informel. Donc, une fois qu'on brise le tabou, est-ce qu'on peut financer les solutions qui fonctionnent? Notre solution fonctionne. L'ADI a développé un programme tremplin. Ils ont plus de 50% des gens qui se formalisent. Donc, il y a des solutions qui fonctionnent, il faut les financer. Et puis, il faut aussi générer des nouvelles initiatives avec une approche sectorielle. Et puis, troisièmement, il y a la question de la norme dans certains secteurs. Pour certains publics, je prends un exemple. Le demandeur d'asile n'a pas le droit de travailler pendant un certain nombre de mois. Évidemment qu'il prépare un peu évidemment qu'il survit et qu'il développe une activité informelle. Il y a aussi certains statuts. Margot, ce sujet-là, malheureusement, est
compliqué. Pourri, mais non, il est pourri par la politique, ce sujet des sans-papiers et du travail même globalement des immigrés récents est quelque chose, enfin bon, complètement. Et le demandeur d'asile a le droit d'être en France, mais il n'a pas le droit de travailler. Ouais. Son pragmatisme va le faire développer en petit business. Bon, très bien. Oui, donc en gros, il faudrait des subventions pour Archipel & Co, quoi, voilà. Alors, pas pour Archipel & Co, pour les solutions qui existent, et mieux qu'une subvention. Nous, on parle d'investissement social. Notre proposition, c'est de se dire, et si on réinvestissait, ne serait-ce que 0,1% des recettes de la lutte contre la fraude fiscale dans cet investissement social-là, je pense... On pourrait adosser une évaluation économique. Je pense qu'on y gagnerait beaucoup. Donc pour nous, c'est un investissement social. Ce n'est pas des subventions pour notre structure. En revanche, c'est aussi de mobiliser la puissance publique au niveau État et collectivité. Il fait quel chiffre d'affaires, votre jeune gars qui fait des sites web, là Aujourd'hui, en moyenne, on est sur des personnes qui font entre... ça peut être très petit, ça peut être 10 000 et 30 000 euros de chiffre d'affaires. Et une fois de plus, c'est parfois un complément de revenu pour des travailleurs. 30 000 euros de chiffre d'affaires, ça ne se fait pas en liquide, ça, Margot? Non. Donc il y a quand même un moment aussi des donneurs d'ordre, un moment qui... Non, mais on voit que pour le coup, là, vous avez beaucoup... Je pense que c'est un vrai sujet, dans quelle mesure les banques ou certains moyens de paiement comme PayPal, qui sont assez utilisés, peuvent être un levier aussi pour détecter et puis pour encourager cet élan. Une fois de plus, on ne parle pas de répression, on a envie de générer l'envie, justement, de se mettre au carré. Margot Philippe, donc, qui nous accompagnait, directrice associée Archipel & Co. Merci de nous avoir suivis à l'occasion de cette émission de Bismart. Demain, Aurélie Planex et nous, évidemment. On se retrouve, alors non pas lundi d'ailleurs, mardi.